Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est temps de décrocher. Veille de Noël. Il est temps de décrocher du travail et il est temps de décrocher de la Coupe du Monde. Alors, 2 points dans cet édito, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un. Premier point sur la Coupe du Monde. Je vais me faire taper dessus, mais je m'en moque. Je m'en moque parce que dans 10 ans, on saura tout. Je vais être dans le clan des semards, comme on dit. Je suis désolé, je parle très mal le jeune, hein, de semards. Du clan des jaloux. Voilà, je vais être dans ce clan-là et on s'est un peu engueulé avec Thomas, mais c'est bien, ça fait partie de la démocratie. On n'a pas le même point de vue sur cette Coupe du Monde. On n'a pas le même point de vue. On a vu quand même une belle Coupe du Monde déjà, au niveau du sport, des joueurs frais, de l'envie, beaucoup de buts. C'est vrai que ça va être un peu compliqué pour nous, supporters lyonnais, de retomber dans le slow motion. Euh, des joueurs moins techniques qui ont surtout beaucoup moins d'envie. En tout cas, moi j'ai vu une belle Coupe du Monde, je me suis éclaté. Je me suis éclaté et j'ai beaucoup aimé cette Coupe du Monde. Par contre, il y a des choses que j'ai beaucoup moins aimées. C'est l'influence du Qatar sur toute cette Coupe du Monde. Moi, j'ai rien contre le Qatar, c'est un pays très riche avec un énorme fonds souverain de plus de 400 milliards, si je ne me trompe pas. J'ai lu beaucoup d'articles sur le Qatar. Je vous invite à lire La Croix, qui est un excellent journal. Je ne fais pas de placement de produits. Je ne suis pas rémunéré par ce journal, je suis juste abonné à La Croix. Et j'ai vu des magnifiques reportages de grands reporters en 4-5 épisodes d'affilée sur le Qatar, sa stratégie. Effectivement, on se pose des questions quand on voit qu'on a un président de Fédération internationale de football association qui s'appelle Monsieur Gianni Infantino. On ne peut que se poser des questions. Qui désormais habite au Qatar. Bon. Et qui a sorti 3 conférences absolument lunaires en plein milieu de cette Coupe du Monde. La première, où il nous a dit des choses absolument politiquement correctes, complètement scandaleux, enfin voilà, mais ça je reviendrai pas dessus, ça n'a plus beaucoup d'importance, ça décrit juste le personnage. Je suis arabe, je suis noir, je suis handicapé, je suis homo, enfin tout ce qu'il est pas quoi en gros, voilà, je suis pauvre, tout ce qu'il est pas. Lui les handicaps, un prêchi-prêchat politiquement correct où en gros, il a voulu s'auto-discriminer dans ses rêves, mais qu'en réalité, il fait partie du mec qui est suisse, qui est blanc, qui est hétéro et qui est millionnaire. Donc, je pense que c'est un peu se foutre de la gueule de 90% de la planète que de sortir ça. Bon, c'est d'une indécence sans nom, mais bon, chacun jugera Monsieur Infantino en fonction de son échelle morale. Et il a sorti, alors bon, voilà, c'était le pompon, parce que quand on organise une compète, et d'ailleurs ça nous avait été reproché à l'époque de Frédéric Thiriez, qui est un énarque, conseiller d'État, et qui était avocat au Conseil d'État pour Jean-Michel Aulas, en même temps qu'il était président de la LFP. Petit conflit d'intérêts comme ça, soit dit en passage, ou pseudo-conflit d'intérêts, qui n'avait pas manqué, je crois, en 2005-2006, de pas mal faire jaser à l'époque, parce que c'est vrai que, bon, lui, il représentait les intérêts de M. Aulas, et en même temps... Monsieur Thiriez, en même temps, il dirigeait la ligue de football professionnel, et c'est une époque où Lyon gagnait beaucoup. Et c'est une époque où il nous était, alors après, attention, on tire par les cheveux, c'est la thèse du complot, où il était beaucoup reproché à Lyon, Aulas arbitrage, Aulas dans le vestiaire, Aulas péno. Voilà. Et vous avez quand même, et moi c'est ce que je retiendrai, c'est cette grande phrase de cette finale, quand vous avez Monsieur Infantino qui nous sort quand même dans le journal El Nación, le 9 décembre en Argentine, c'est documenté, c'est en ligne, c'est des preuves. Je vous lis. En français, je parle pas espagnol, mais je vous lis. Alors, qu'est-ce qu'il nous avait dit, Monsieur Infantino? Il avait dit... Les années 80 et 90 appartenaient à Maradona. Ça, c'était avant la demi-finale. France-Maroc. Ces 10 dernières années appartiennent à Messi. Vous écoutez, c'est le président de la FIFA, le mec qui organise la Coupe du Monde. Le mec qui organise la Coupe du Monde. Bien sûr, Maradona a aussi remporté une Coupe du Monde. Oui, Messi doit encore gagner une Coupe du Monde. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Monsieur Infantino, président de la FIFA, qui organise la Coupe du Monde FIFA, qui a lieu au Qatar chez l'employeur de Monsieur Messi, dit que Messi doit gagner une Coupe du Monde. C'est des faits, c'est en ligne, tout est là. Vous pouvez le lire. J'ai dit ça, j'ai rien dit.
Alors Thomas me dit, tu décartonnes et tout. Moi, j'ai vu la première mi-temps contre la France. À chaque contact, il y avait jaune. Forcément, quand vous avez des mecs comme De Paul ou des mecs comme le petit jeune de Benfica, là, j'ai oublié son nom, excusez-moi, Enzo Fernandez, qui à chaque fois met un pétard, chaque fois limite c'est jaune, donc forcément c'est pas pareil. Alors, ça n'empêche pas que la France n'a pas été terrible en première mi-temps. Quand vous avez des joueurs comme Pepe du Portugal ou Bruno Fernandes, alors lui on peut pas lui reprocher contrairement à Pepe d'être quand même un récidiviste de la prise de propos qui ont dit après le match Portugal-Maroc, on a eu un arbitre argentin, tout est fait pour que l'Argentine gagne. Ils l'ont dit, retrouvez les propos. Quand vous avez Luka Modric, alors lui encore un peu moins reproché à Luka Modric sa mauvaise foi et son manque de fair play, qui a dit on avait corner, j'ai jamais vu ça, le corner s'est transformé en une contre-attaque derrière péno pour l'Argentine à 0. Et vous prenez les propos de monsieur Gianni Infantino. Moi, je dis ça, je dis rien. Je m'en fous que la France ait perdu. De toute façon, je vais vous dire un truc, il y avait péno pour le Maroc en demi-finale, on aurait pu être éliminé. Sur Bouffal. Voilà, donc je pense même que le Maroc pouvait passer la France. Mais le Maroc, en finale, ils avaient 0% de chance contre l'Argentine. 0. À partir du moment où vous avez le mec qui organise la compète, qui sort ça, c'est comme si je vous sors un truc complètement con. Macron vous dit demain, je sais pas, je sors un truc pas possible, je dis bon, de toute façon, il faut être président pour être élu président. Ça limiterait le truc. Bon, il y en a qui l'ont dit. C'est incroyable qu'un mec qui doit faire preuve d'une neutralité, en plus il est suisse, complète, ait la connerie d'aller sortir ça à un journal argentin. Comment voulez-vous derrière apporter un quelconque crédit à la victoire de l'Argentine qui était très loin d'être la meilleure équipe, en dehors de Messi, très très loin. En termes de football absolu, c'est 6-7e équipe mondiale. Voilà. Néanmoins, les propos de Mbappé ont fait résonance en Amérique du Sud, donc il a un peu cherché quand même les taquineries du gardien de but argentin. Néanmoins, c'est un peu vrai quand il a dit que le football sud-américain est moins avancé que le football français, européen en général, parce que les footballeurs européens avec la Ligue des Nations s'évaluent plus entre équipes de haut niveau. Je comprends ce qu'il a voulu dire, c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux parce que en termes de football absolu, c'est très compliqué l'Europe parce qu'il y a quasiment tous les meilleurs joueurs du monde qui évoluent en dehors du Brésil et de l'Argentine. Néanmoins, là où Mbappé s'est trompé, c'est qu'il y a quand vous allez jouer en Amérique du Sud après un long trajet, c'est pas si simple de se qualifier parce que les équipes en face, elles vendent leur peau. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul chapeau en Amérique du Sud, alors qu'en Europe, il faut terminer premier de son groupe et après vous jouez des barrages. Donc c'est sûr que c'est pas comparable. Tous les joueurs sud-américains de talent jouent en Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le souci pour la FIFA, et ça, vous voyez où je veux venir, croyez pas que Gianni Infantino est élu grâce aux voix de l'Europe, au contraire. Le président de la FIFA est élu grâce aux voix de l'Afrique, grâce aux voix de l'Amérique du Sud, de l'Océanie et de l'Asie. Il perd beaucoup de voix en Europe. Donc c'est pour ça que les présidents de la FIFA, alors au-delà des corruptions avec Blatter, quand il y avait eu Blatter avec les valises de billets, évidemment ça fait quand même 20 ans qu'il n'y a pas une équipe sud-américaine qui avait gagné le tournoi. Étant donné la ferveur qu'il y a en Amérique du Sud, qui est gigantesque, même supérieure à l'Europe, c'est une religion en Argentine et au Brésil, il est inconcevable que l'Europe continue de drafter toutes les positions, parce qu'on se retrouve très vite avec des demi-finales où ça devient un championnat d'Europe des nations. Si vous laissez faire les Européens, par le Brésil, ça se transforme très vite en des demi-finales européennes, hein. Très très vite. Si vous n'avez pas le Maroc cette année qui fait des exploits, vous avez toujours les mêmes qui se positionnent. Donc là, c'est une Coupe du Monde un peu spéciale où on ne pourra pas m'empêcher de penser l'inverse, malgré les exploits du Maroc. Les Portugais ont eu l'impression d'être lésés, peut-être à juste titre, parce qu'il n'y a pas photo en termes de niveau footballistique entre le Portugal et le Maroc. Si vous refaites 9 fois le match, le Portugal y passe 8 fois. Donc c'est bien qu'il y ait des exploits, ça n'empêche pas. Mais néanmoins, l'Afrique a besoin d'être représentée au niveau mondial. Quoi de mieux qu'une Coupe du Monde ? Parce que si vous n'avez pas le Maroc qui fait ça se casse très vite la gueule à partir des huitièmes de finale, les équipes africaines. Donc il y a un gap. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Les fédés ont peut-être moins d'argent. Les joueurs, ils jouent soit pour les Pays-Bas, soit pour la Belgique, soit pour l'Allemagne, soit pour la France très vite. Parce que quand vous avez, et là il faut arrêter de se mentir, à de rares exceptions près, type Mané, type Didier Drogba, très vite quand il y a des binationaux, ou Ziyech, ou Hakimi, très vite, et c'est pour ça que le Maroc a fait un gros travail avec Nasser Targuet, très vite vous avez des joueurs qui se retrouvent à jouer pour la sélection européenne. Parce que meilleure exposition,
quand vous êtes international, belge, néerlandais, français, ce que vous voulez, meilleure exposition. Donc, qui dit meilleure exposition dans des championnats d'Europe des Nations ou des mondiales dit meilleur transfert, meilleur com, meilleur salaire. Bah oui. Donc, c'est tout à l'honneur du Maroc d'avoir réussi à prendre des joueurs comme Bounou, qui est né au Maroc, qui a vécu au Canada, qui a grandi au Canada. Bon, de l'autre côté, je joue pour l'équipe du Canada. Comme Ziyech, qui est né aux Pays-Bas, qui joue pour le Maroc. Comme Hakimi, qui au passage ne parle pas arabe, hein, je précise comme ça, qui est né à Madrid, qui a été formé par le Real Madrid, qui ne joue pas pour l'équipe d'Espagne, qui joue pour l'équipe du Maroc. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Bouffal, pareil, hein. France, Maroc, il est franco-marocain. Non mais, on peut faire des... Et c'est pour ça qu'il y a des talents, mais c'est aussi vraiment tout le mérite de la DTN marocaine et des sélectionneurs marocains. Alors, ça a été Vahid Halilhodžić dans un premier temps, et Walid Regragui après, d'attirer des talents, peut-être d'origine marocaine et nés à l'étranger. C'est tout au mérite du Maroc. Mais, in fine, les voix de la FIFA, l'Afrique vote beaucoup pour M. Infantino. L'Asie a été représentée à travers les exploits du Japon et de l'Arabie Saoudite. Ah oui. Et ensuite, vous avez le Maroc qui représente à la fois le peuple arabophone et le peuple africain. Donc c'est sûr que vous répartissez quand même sur une carte les exploits du Maroc, de l'Argentine ou du Japon ont une répercussion parce que ça permet de mieux étaler et de mieux représenter l'influence et la ferveur mondiale du football que si vous vous transformez à partir des quarts de finale en un championnat d'Europe des Nations. Et ça, M. Infantino l'a compris. C'est un peu démagogue, vous allez me dire, mais c'est vrai. Si vous arbitrez niveau Ligue des Champions, avec un arbitrage propre, l'Argentine, il s'arrête en quart. Hein. C'est triste à dire, mais c'est pas possible que l'Argentine ne puisse pas gagner une Coupe du Monde depuis 86. C'est pas possible, vu la ferveur qu'il y a dans ce pays. Le peuple sud-américain, au-delà de l'Argentine, les Colombiens, les Vénézuéliens, les Boliviens, les Équatoriens, eh ben en fait, ils se sentent fiers. Enfin, tous les peuples hispanophones, même d'Amérique, hein, je vais faire large, hein, Honduras, Salvador, Panama, ils se sentent représentés. Les Chiliens aussi, même si c'est des voisins, ils s'aiment pas. Même le Brésil, ils se disent c'est quand même l'Argentine qui a gagné. C'est pas toujours la France, l'Allemagne, l'Italie, les machins. C'est toujours les mêmes qui reviennent autrement. Et ça, c'est un vrai problème. Comment la FIFA peut répartir le pouvoir à travers cette Coupe du Monde ? Peut-être en favorisant un petit peu inconsciemment un certain arbitrage qui est plus favorable à certaines équipes. Mais ce que je dis, c'est vrai. Si c'était encore une Coupe du Monde où vous aviez le Portugal, parce que c'était une des meilleures équipes, l'Espagne, une des meilleures équipes, si l'Allemagne se casse pas la gueule, le machin et tout, la Belgique et tout, mais c'est les meilleures équipes. Et de là-dedans, vous trouvez le Brésil. Mais qui va à quoi ? Vous le mettez au championnat d'Europe des Nations, demain le Brésil, c'est maxi demi-finale. Parce qu'il y a un manque de rigueur défensive, il y a une gestion des émotions avec le Brésil qui est compliquée, alors que les équipes, top équipes européennes, souvent, quand elles sont en ordre de marche, comme celle de Deschamps, ou comme le Portugal, ou ce que vous voulez, c'est clinique, ça tue, et ça va très loin. C'est ce que voulait dire Mbappé, dans son interview, il voulait dire ni plus ni moins. Voilà. Moi, c'est une interprétation de la Coupe du Monde. Bon, après, vous voyez, le Pays-Bas-Argentine, Leandro Paredes, c'est 4 fois carton rouge. Il y a eu un arbitrage où on mettait pas beaucoup de cartons, donc qui a favorisé à minimal le jeu rugueux de l'Argentine. Voilà. Ça n'empêche pas que bravo aux Argentins. Et c'est vrai qu'il faut que cette Coupe du Monde, elle arrête de stagner en Europe. C'était plus possible qu'elle stagne 20 ans d'affilée en Europe. Alors ça paraît injuste, mais c'est une réalité géopolitique. Une Coupe du Monde en Amérique du Sud, c'est comme un pape sud-américain. Faut pas que ça soit toujours en italien. Au bout d'un moment, quand c'est toujours en italien, alors une fois il y a eu un polonais, autrement c'est 250 ans de pape italien. Enfin, je sais plus exactement, mais ça ne tourne pas. L'Europe est suravancée en football, l'Europe attire les meilleurs talents, donc les sélections nationales sont les plus fortes. Tant mieux si une équipe comme le Maroc arrive à faire son trou tout le temps maintenant. Tant mieux. Pareil pour l'équipe d'Algérie, pareil pour le Sénégal, il faut qu'ils fassent leur trou. Pareil pour le Japon. Mais quand vous voyez le but du Japon contre l'Espagne, il va falloir arrêter de dire des conneries. Bien sûr que le ballon il est en 6 mètres. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait une répartition. C'est important pour la géopolitique. Le football a remplacé la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir la guerre, il vaut mieux se battre sur un terrain de foot en soft power. Et voilà, quand vous avez par contre Monsieur Infantino qui est assez con pour dire « Messi doit gagner une Coupe du Monde », bon, voilà, on l'a un peu mauvaise parce que ça rajoute en fait
au truc qu'on pense, c'est-à-dire que Messi ne veut pas rapprocher les crampons sans gagner une Coupe du Monde. Voilà. Et il l'a dit. Il a sauté le pas, il a fait son coming out, Infantino. Ensuite, Monsieur Infantino, il est quand même grassement payé par la Qatar. Il faut savoir qu'il loge au Qatar. Vous avez quand même du mal avec la FIFA. Il y a quand même toujours des problèmes autour de cette organisation. Ensuite, Messi, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de sa victoire, il a une prolongation de son employeur, l'émir du Qatar. Encore une fois, putain, tout tourne autour d'eux, malheureusement. Bon, le Qatar, ils ont plus qu'acheté une Coupe du Monde, ils ont également favorisé leurs employés de la Coupe du Monde. Alors vous allez me dire, ouais, mais Mbappé et Neymar, ils sont employés du Qatar. Oui, c'est vrai. Mais Mbappé, il a le temps, il a 24 ans. Il reviendra dans 4 ans. Et s'il est encore au PSG, ça duplique ses chances de gagner, évidemment. Je dis ça, je dis rien. Voilà, moi je suis pas un sommard, ce que vous voulez, je m'en fous. Je fais de la géopolitique. Il était important de répartir cette Coupe du Monde au-delà de l'Europe. Voilà, donc ça c'est le premier point. Sur la Coupe du Monde, et vous m'enlèverez pas de la tête ce que je pense sur la première mi-temps. Alors après, on va me dire, ouais, mais il y a eu 2 pénaux pour la France en deuxième mi-temps et tout. Est-ce qu'il a demandé la VAR sur la pseudo-touchette de Dembélé sur Di Maria? Pourquoi on ne demande pas une VAR en finale de Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il a comme contact? Il n'y en a pas. Donc à partir du moment où vous voyez ça, moi je dis c'est bon, c'est mort. Même si la France fait une mauvaise première mi-temps, ça aurait été Lyon contre PSV Eindhoven. Je m'en souviens qu'en 2005, j'ai beaucoup entendu siffler les oreilles du côté du supporter lyonnais pour ça. Ouais, beaucoup. Nilmar, péno. Di Maria, c'est où son péno? Non, mais juste comme ça. Après, on va dire, ouais, mais il y a 2 pénaux pour la France. Enfin, il va pas avantager l'Argentine pendant 90 minutes. L'arbitre, il est pas débile non plus. Quand vous niquez la France 2-0 à la mi-temps, qu'il manque 1 ou 2 cartons jaunes, voire un carton rouge pour De Paul, bon, à un moment donné, il y a Théo Hernandez, il se prend une baigne dans la gueule, le mec, il a même pas un jaune. Il y en a un qui le tacle en bas, l'autre, tu lui mets une baigne dans la gueule. Non, mais il n'y a même pas un jaune. Voilà, donc à un moment donné, vous voyez des arbitrages comme ça, où, bon, on va dire qu'à minima, on favorise le jeu de l'Argentine, et c'est pas plus mal que la Coupe du Monde aille se balader un petit coup en Amérique du Sud. Si un petit coup, l'Afrique a la bonne idée de gagner une Coupe du Monde dans 4 ans, nous, la FIFA, on implante nos intérêts commerciaux, comme les Américains après le plan Marshall, en Afrique. Bon, après, il faut vite que ça revienne en Europe quand même, parce que l'Europe, c'est quand même le centre névralgique du football mondial. On est d'accord. Bon, voilà. C'est très calculé, très cynique. Et ça laisse finalement assez peu d'opportunités. Et finalement, ça jette même l'opprobre sur les performances du Japon et du Maroc, au final. Qui finalement étaient, excusez-moi, comment dire en anglais, peut-être les stupid idiots. C'est-à-dire les idiots de circonstances, d'opportunités peut-être de la FIFA. Non mais, on en est là, non mais, voilà. Deuxième point, l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a eu le rachat. Alors moi, le financier, Thomas, j'aimerais bien qu'il fasse intervenir, moi je suis plutôt sur le juridique. Le volet financier, je me suis baladé sur les 3 principaux repreneurs, le site des 3 principaux repreneurs de l'Olympique Lyonnais, donc à savoir Ares Management, et ça j'étais déjà allé dessus, donc du private equity, de la propriété foncière de stade, des gens qui investissent beaucoup dans McLaren, des gens qui investissent beaucoup dans du sport automobile, dans des stades, dans des clubs de foot, comme Miami, Inter Miami ou autres. Donc là vraiment des gens qui sont des banquiers, qui proposent des portefeuilles de sociétés non cotées, globalement, c'est plutôt ça, l'OL est coté, mais... Et l'idée, c'est de vraiment faire du cash flow pour leurs investisseurs. Voilà. Donc, mais ça, c'est une grosse structure, Ares Management. Ensuite, il y a les 2 autres, alors là, j'ai envoyé ça à Thomas, et là, on s'est posé des questions tous les deux. Vous avez une boîte qui s'appelle Elmwood Partners. Alors, allez sur leur site, Elmwood Partners. Elm, E-L-M, Wood comme le wood, le bois, Partners. Vous tapez ça dans Google et vous allez voir une page avec une feuille végétale, d'arbre, et c'est tout. Avec un numéro de téléphone et une adresse. Et ça, c'est censé... Alors, je sais pas, moi, quand je vois ça, un site internet comme ça, je me dis, ouh, c'est quoi ça? Bon, voilà, ça, c'est le deuxième repreneur. Et enfin, vous avez une société qui s'appelle Iconic Sports, qui est basée aux îles Caïmans, qui a été créée en octobre 2021, et qui sont gérés par monsieur Zenetton et monsieur Fausto Zenetton, et monsieur Gianluca Vialli, qui a des gros soucis de santé à Londres en ce moment, qui a un cancer du pancréas, malheureusement, qui est l'adjoint de monsieur Mancini. Enfin, jusqu'à peu, là, il s'est mis un peu en retrait pour raison médicale, ce qui se comprend. Je lui souhaite tout le mieux, parce que sa santé, ça va pas du tout. Monsieur Vialli est coprésident de cette société qui est basée au Caïmans. Et ça, c'est un investisseur Iconic Sports. Donc voilà, vous avez Gianluca Vialli, vous avez monsieur Zenetton, et c'est au Caïmans. Et ça existe depuis, en gros, si je dis pas de bêtises, 14 mois, cette société. Voilà. Je dis ça. Bon, bizarre. Donc ça, c'est des gens qui investissent avec monsieur Textor. Je suis pas non plus...
C'est les infos que j'ai trouvées, voilà, concrètement. Déjà que ça a mis 6 mois. Quand vous découvrez ça, vous vous dites, bon, moi je suis supporter de l'OL. On nous promet une enveloppe mercato, comme disait Smaïl, hein, j'ai entendu cette émission, 57 millions. Je sais pas. Moi personnellement, je vois déjà qu'il y a plus de 100 millions d'euros qui vont servir à désembourser de la dette. Donc de ce que j'ai compris, il y a des gens qui vont faire de la dette, comme disait Hugo Guillemet, sur 8 ans, sans rembourser d'intérêt. C'est ce que dit Hugo Guillemet. Je reprends ses propos, parce qu'il est très bien informé à l'équipe. En gros, ils vont créer de la dette pour acheter un club endetté. Bon, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait section éco-finance à l'ENA, à HEC ou à Sciences Po pour comprendre que ça pue la merde. Franchement, faire de la dette, acheter un club endetté avec de l'endettement, au bout d'un moment, je veux bien les conneries, mais ça me paraît chelou. Ça me paraît chelou. Alors il y en a, je compte sur eux, hein. Donna Hawkinder qui sait à peu près tout sur tout, il va nous trouver certainement la titrisation, l'hyper-ubérisation financière. Non, à un moment donné, moi je suis pas une chèvre. Quand j'achète un truc qui vaut moins 10 balles et que j'emprunte 20 balles à un pote, ça fait moins 30 balles. Hein. C'est con. Et il n'y a pas les intérêts avec. Hein. Non mais ça c'est bateau, c'est béaba du business. Ça me rappelle tous les grands financiers là, avec les subprimes. Ouais, vous inquiétez pas, tu peux adosser ta maison sur une hypothèque, mais après, si je me casse la gueule, elle appartient à la banque. Enfin, la banque, à force de faire que tout le monde est propriétaire aux USA jusqu'en 2008, hein, vous faisiez en gros des subprimes, ça veut dire que c'était adossé à de la merde, des fonds toxiques, et puis au final, vous êtes plus propriétaire de votre baraque, et puis les banques, elles ont pas de pognon. Voilà, bon, et ben ça me paraît un peu chelou. Ça a mis 6 mois à se faire. Bon, le seul grand gagnant, je vais vous dire, c'est Jean-Michel Aulas. Ah, tant mieux pour lui ou pas, je ne juge pas. Lui, il va se retirer avec ses sous. Parce que lui, il y a une dette contractée et il va toucher ses sous. Lui, il peut partir dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que vous voulez. Il aura ses sous, donc ça justifiera ses 35 ans de présidence. Parce qu'il aura fait une magnifique vente au-delà de Groupama de l'OL. Oui, bah c'est vrai, mais ça n'enlève pas, c'est pas son problème. Mais avec qui on se retrouve comme investisseur? Moi, je me pose des questions. Thomas se pose des questions, on en a parlé. J'en ai parlé à d'autres potes fans de l'OL, ils se posent plein de questions. Ouais, là, on n'a pas un fonds souverain type Qatar, hein, on a compris. Alors après, je suis pas fan non plus. J'ai dit, bon, bah au moins, là c'est clair, quand il y a qu'un fonds avec l'émir qui est assis sur un tas de gaz, forcément ça génère du cash flow. Hein, les mecs, ils investissent, ils ont racheté le Printemps, ils ont acheté 4% de Total, ils ont acheté Porsche en Allemagne, ils ont acheté machin, enfin ils achètent tout. Voilà, ils achètent plein de trucs. Ils se constituent un empire immobilier et ils investissent dans beaucoup de grandes sociétés allemandes et françaises. Non mais c'est une vérité, hein, ils ont le droit, hein, en l'occurrence. Mais c'est clair, le financement, il est clair. Là, j'y comprends que de zoub. J'y comprends que dalle. Je vois pas où il va y avoir du cash flow pour des mercatos. Faut arrêter de raconter des conneries. Les mecs qui disent qu'il va y avoir des mercatos. Des mercatos de quoi? Des mercatos de que dalle. Hein, des mecs qui ont déjà du mal à réunir 800 millions d'euros et ils les réunissent, je sais pas comment, en faisant de la dette avec un nombre de mecs pas possible qui ont des boîtes à moitié montées. Ça me paraît foireux. Je dis ça, mais j'y comprends rien. J'ai des hypothèses. Moi, honnêtement, quand je vois tout ce bordel, allez sur Internet, les mecs, c'est pas la peine de me chier dessus. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous voulez, ça change pas la donne. La donne, c'est vous allez sur Elmwood Partners, c'est une page avec une feuille. Mais allez, hein, ça prend 2 minutes. Et allez sur le site de Iconic Sports. Et vous voyez que la boîte, elle est au Caïman depuis octobre 2021. Caïman, liste noire des paradis fiscaux, hein, de l'OCDE, hein, au passage. Je dis ça, je dis rien, faites comme vous voulez, vous décrivez ce que vous voulez. Au passage, le nom de Angel Di Maria, de Monsieur Mancini, Roberto Mancini, et de Monsieur Gianluca Vialli ont été cités dans les Pandora Papers, dans l'enquête internationale d'investigation internationale des journaux, pour détenir des sociétés dans les îles Caïmans pour les 2 derniers. Donc en l'occurrence, les 2 qui sont à la tête de la Squadra Azzurra. Ça a été cité il y a 1 an, et depuis là, il a recréé une société avec un ami de Zaneton au Caïman. Oh putain. Franchement, si on dégage du cash flow, c'est quoi l'idée? C'est dégager du cash flow? Parce que Iconic Sports, a priori, enfin Elmwood Partners, leur spécialisation, eux, c'est dans la réalité virtuelle, enfin de proposer plein de trucs virtuels aux spectateurs, c'est ce que j'ai compris. Iconic Sports, c'est une expertise sportive dans l'information de masse sportive, les équipes sportives et tout. Donc Gianluca Vialli, oui, il est référent là-dedans, évidemment. Voilà. Et puis le dernier, c'est du private equity sur les stades. Moi, honnêtement, à part que l'OL va être une vache à lait, qui va tous les mois faire cracher du pognon vers ses 3 associés, 1 au Caïman et 2 aux States, je vois pas bien ce que ça va être d'autre. Hein. J'y crois pas trop en la thèse des clubs frères, machin, que Thomas sort. Oui, ça c'est... D'ailleurs, Textor est assez vague. En plus, il y a un truc, c'est que Textor, il dit quand même pas grand-chose du tout sur ce que va être le projet sportif de l'OL. Que dalle.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un pôle de financier derrière assez improbable. Il y a une espèce de gros brouillard. Et ça pue la merde. Moi, je vous dis, si on finit pas en Ligue 2 comme Bordeaux, je touche du bois. Hein. Moi, je touche du bois. Je touche du bois. On va me dire, ouais, mais il y a monsieur Felton derrière, il y a des milliardaires. Ouais, ça... Peut-être que le mec, il a investi 300 cacahuètes et puis il s'en fout. Hein. De notre côté, il a peut-être demandé des garanties pour les récupérer dans 2 ans. Vous en savez quoi? En tout cas, il n'y a pas un investisseur clair et déterminé. Même McCourt, c'est beaucoup plus clair le projet à l'OM. Là, c'est pas du tout clair. Je vous invite à aller voir Iconic Sports, le site internet, où ils sont basés et tout. Je vous invite à aller voir Elmwoods Corporation, Partners, pardon. Mais allez voir et vous allez dire, oh putain, on est où là? Et j'y comprends rien parce que moi, une boîte qui a une page, juste une page d'accueil avec une feuille et un arbre, et où il y a une adresse dégueulasse, parce que c'est un vieux site, hein, ça se voit, hein, c'est chelou. Moi, je vous le dis à minima, j'y connais rien, mais c'est chelou. Voilà, je vous ai dit ça. Je vois pas bien ce qu'on va faire avec ces mecs. Alors bien sûr, monsieur Ola, c'est plus là, mais c'était peut-être mieux avant, comme on dit toujours, c'était mieux avant. C'était mieux avant, voilà, souvent c'est mieux avant. Alors là, on me dit, ouais, mais c'est mieux, Thomas dit c'est mieux parce qu'on va se désendetter. Oui, enfin d'accord. On enlève sur 334 millions de dettes, c'est ça? On enlève 104 millions. Par des mecs qui ont contracté notre dette. Donc c'est vrai que le club OL, la SAS OL est désengagée au niveau de l'endettement, réduit d'un tiers sa dette. Mais elle est entre les mains de qui a quel pognon et avec quelle libéralité? Voilà, moi je suis quand même curieux que la DNCG ne regarde pas un petit peu ce montage. J'aimerais quand même savoir, parce que avant d'appartenir totalement et définitivement à des mecs, ce serait bien quand même de savoir d'où viennent les fonds. Juste comme ça. Mais honnêtement, moi je veux bien être le dindon. Racheter un club qui est basé à 20 bornes de Lyon, avec un stade gigantesque, qui est jamais plein, comme dit Donna Hawkinder. Je crois qu'il dit ça. Hein, il dit il est plein généralement aux 2 tiers. Bon. Donc trop gros, la machine trop grosse pour Lyon. Plein aux 2 tiers. Là, il y a eu 3000 mecs contre Monza, vous voyez, ça valait à peine le coup d'ouvrir le stade. Hein. Voilà. Qui a un Noël Valley gigantesque, qui va avoir des infrastructures qui vieillissent, parce que c'est quand même pas à côté de Lyon. Moi, j'en veux ce qu'on veut, mais bon, voilà. Qui a une dette de plus de 300 millions d'euros et que vous le rachetez 800, honnêtement, faut le trouver, l'investisseur. Faut le trouver. Vous achetez un truc qui vaut déjà moins 300 et quelques millions. Donc, au bout d'un moment, vous vous posez des questions. Évidemment. Moi, perso, même si j'étais millionnaire, j'aurais pas mis un copec. Donc, tant mieux pour monsieur Sédou, tant mieux pour IDG, et tant mieux pour monsieur Olas, bah peut-être tant pis pour nous. Allez, bonne journée à tous. Au revoir les amis.